Presque le même jour à la même heure. Voilà, ça tient. On va débattre après. Je voulais aussi remercier la direction de l'hôpital et la direction de l'école d'infirmière qui nous a mis à disposition cet amphithéâtre. Je crois que c'est symbolique d'ailleurs que cette conférence se tienne dans les locaux de l'hôpital. Lui dont le sort est intimement lié à la sécurité sociale et qui souffre des insuffisances de moyens financiers pour fonctionner. C'est à l'initiative donc de l'association des usagers de l'hôpital qu'un collectif multi-organisation s'est constitué fin juin pour préparer la fête des 80 ans de notre sécurité sociale. Car il s'agit bien d'une fête et non d'une commémoration. Pour l'instant, elle n'est pas morte et on y tient. Mais nous avons voulu ces événements à la fois revendicatifs et de réflexion. C'est pour cela que samedi dernier, nous avons défilé de l'hôpital à la sécurité sociale pour montrer notre attachement fort à cette sécurité sociale. Aujourd'hui, il s'agira de mesurer le chemin parcouru et de réfléchir à la sécurité sociale du XXIe siècle dont nous avons besoin. Cette sécurité sociale concluse de haute lutte par le mouvement social au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. C'est avec l'insistance de la CGT et des communistes que le projet de sécurité sociale a été intégré au programme du Conseil national de la résistance, les Jours heureux. La Sécu a été créée par un ministre communiste, Ambroise Croizat. En peu de temps, les bases du système ont été posées avec l'appui de militants syndicaux CGT de l'époque. Elle a permis, dans un contexte économique difficile, de construire un système de protection sociale inédit, hors marché, qui a permis de sécuriser la vie des travailleurs. Je n'irai pas plus loin, puisque je pense que je vais laisser la parole à Daniel Blache, qui est l'ancien responsable du secteur confédéral de la protection sociale à la CGT. Donc je lui passe la parole tout de suite. Merci Joseph. Bonjour à toutes et à tous. Alors bon, on a convenu avec Joseph que je fasse une intervention autour de 20 minutes, pas plus. Donc j'irai à l'essentiel, bien entendu. On complétera ensuite par travers de la discussion. Ce que je vous propose, c'est de découper en 3 parties. Une partie historique sur les valeurs de la CGT que Croizat a permis de construire. J'irai un peu vite là-dessus, ce que je pense que beaucoup connaissent. Une deuxième partie ciblée plus sur les grandes attaques de la Sécu, en allant sur les attaques les principales. Et je finirai par ce que porte la CGT aujourd'hui comme alternative à ce qui existe, qu'on appelle une sécurité sociale intégrale. J'expliquerai pourquoi, avec 5 points qu'on a définis dans ce cadre-là. Et un tout petit mot quand même sur l'actualité, parce qu'on pas ce qui se passe au ministériel, je pense. Ça suffit, de rabattre mais plus sur la loi de financement sécu de cette année et celle qui était en prévision, et les attaques qui étaient prévues, voilà, si ça vous va. Bon, alors déjà, comme l'a dit Joseph, c'est pas Larose qui a permis la création de la Sécu, il a écrit les textes que lui a soumis Croizat sous un angle plus politique. Sachant qu'Ambroise Croizat, d'ailleurs, petite anecdote, il se retrouve sur le petit Larousse que depuis 20 ans, alors qu'on avait Johnny Hallyday qui était depuis 50 ans. J'ai rien contre Johnny Hallyday. Et c'est grâce à Michel Etchevan, avec son assiduité, il a permis donc qu'au moins les jeunes qui étudient à l'école trouvent dans le petit Larousse le nom d'Ambroise Croizat. Comme quoi, vous voyez, je ne sais pas forcément, et en sachant que le ministère de la Santé, j'y étais pas mal de fois, le grand amphithéâtre du ministère de la Santé s'appelle Amphithéâtre Larousse. Voilà, bon, c'est comme ça. Bon, c'était une petite anecdote avant de commencer. Alors bon, les valeurs sur lesquelles s'est appuyé Ambroise Croizat, bon, c'est suite au Conseil national de la résistance, et avec des premières propositions qui ont été votées à l'unanimité, donc le 15 novembre 1944, un an avant que les décrets du 19 octobre scellent les grandes valeurs de la Sécu. Alors, Croizat, donc, il s'est appuyé sur un système bismarckien, plutôt qu'un système anglo-saxon, qui était sur l'impôt. Et ces grandes valeurs, donc, c'était déjà l'unicité de l'institution, c'est-à-dire sécurité sociale, une institution unique qui couvre l'ensemble des risques de la vie, de la naissance à la mort.
Donc il y a la maladie, ça c'est ce qui vient toujours en premier lieu, la vieillesse, sachant que maladie, vieillesse, c'est 85% des dépenses de la sécurité aujourd'hui. Donc c'est l'ossature, mais aussi donc il y avait tout ce qui concerne la famille, le décès, la validité, tout ce qui est accident du travail, maladie professionnelle, famille, santé au travail, voilà, tout un tas de secteurs qui étaient couverts par une seule institution qui s'appelait la sécurité sociale, qui s'appelle toujours. Et ça a été remis en cause en 1967 par le gouvernement de Gaulle-Jeannet, qui a éclaté tout ça en branches, avec 3 branches principales, vieillesse, maladie, famille, et avec l'organisme financier de la Sécu qui est la COS. Voilà. Mais donc, cette institution unique donc, a vite été démontée 20 ans après sa création. Oui, également, ce qu'on peut dire, c'est que Croizat, donc, il a pu se permettre de bâtir cet édifice grâce à une mobilisation aussi des salariés. Et entre autres, à l'époque, 1945, c'était pratiquement 5 millions d'adhérents à la CGT. Ça fait réfléchir. Et c'était un parti communiste à 28% à la constituante de 1946. Voilà, donc ce cadre politique a permis, bien sûr, la création de la Sécu. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit le cadre politique tel qu'il est, ça fait réfléchir. Ensuite, j'ai parlé de l'unicité. Deuxième valeur, c'est l'universalité. C'est-à-dire qu'une couverture sociale étendue à l'ensemble de la population, de la naissance à la mort. Et avec les mêmes droits pour chacun. C'est ce qu'on appelle donc l'universalité. Le premier qui a fait une entorse là-dedans, il s'appelle Hollande, c'est son gouvernement, quand il a soumis les allocations familiales à condition de ressources. Là déjà, il a mis un coup de canif dans l'universalité. Ensuite, ce qui est la pierre angulaire du système, la solidarité. Alors, solidarité entre bien portants et malades, et solidarité intergénérationnelle entre jeunes, vieux, j'aime pas le terme, mais plus anciens, on va dire. Voilà. Donc cette solidarité, un coup de canif, je prends 2-3 exemples, parce que je ne veux pas être trop long, comme j'ai dit, 2014, quand ils ont instauré la CASA, en faisant payer les personnes âgées pour financer un risque qui les concernait plus directement. Quatrième valeur, la démocratie. On en parle beaucoup aujourd'hui sous l'angle politique. Alors, quand Croizat a bâti la Sécu, avec une gestion par les représentants des salariés, avec des conseils d'administration qui étaient au départ 3/4 salariés, 1/4 patron. Et donc la CGT qui avait la présidence de toutes les caisses, les 114 caisses qui avaient au niveau national. Et là, coup de canif, re-67, re-de Gaulle-Jeannet, et qui a instauré le paritarisme. Et avec le paritarisme, les patrons se sont accordés avec quelques syndicats réformistes pour écarter la CGT de toutes les présidences des caisses. Et les dernières élections que nous avons connues pour voter nos administrés, c'est 83. Ça date un peu. Ensuite, donc on avait élu pour 6 ans nos représentants au conseil d'administration des caisses. 6 ans après, 89, Mitterrand a prolongé de 6 ans supplémentaires. On arrive à 95, Juppé qui a tout cassé. Voilà, donc vite fait. Donc en termes de démocratie, c'est vrai que ça fait très longtemps que nous n'avons pas voté. Et nous demandons toujours que plutôt que de désigner des administrateurs, qu'on les soumette au vote des citoyens. En sachant que la première élection qui a eu lieu pour élire les représentants des salariés, CGT 59%, CFTC 26% et le mouvement mutualiste 9%. Voilà un peu la photographie. Donc, certains syndicats n'existaient pas comme la CFDT à cette époque-là. Quatrième valeur, j'en resterai là sur les valeurs, le financement. Et là, le financement, j'ai dit tout à l'heure, contrairement au système anglo-saxon qui était assis sur l'impôt, Croizat a décidé de financer ce système à partir des cotisations sociales, qui ne sont pas des charges. Bon, je le redis parce qu'on entend trop souvent parler de charges. On est bien sur les cotisations sociales. Pourquoi on dit ça? Parce qu'elles sont assises sur le salaire à partir de la richesse produite dans l'entreprise. Et ça, c'est vraiment fondamental. C'est un exemple français et qui, malheureusement, j'y viendrai après dans les attaques, commence à être pas mal remis en cause. Donc, les cotisations sociales sont la pierre angulaire du système de financement. C'est ce qu'on appelle, en termes économiques, le salaire socialisé. Et ce n'est pas un salaire différé.
car les salariés d'aujourd'hui paient les cotisations des retraités d'aujourd'hui. Donc, on entend souvent parler de salaire différé, c'est le salaire socialisé. D'ailleurs, Pierre Dariéville, qui est un député communiste, il y a quelques années à l'Assemblée, avait parlé donc du salaire brut, du salaire net. Il avait dit, par rapport aux cotisations, c'est le salaire pour la vie. Et en bas de la feuille de paye, on a le salaire pour le mois. Je trouve que l'image est bonne. Donc nos cotisations sur le salaire, c'est le financement de tous les aléas de la vie, de la naissance à la mort. Et quelquefois des jeunes disent, moi je ne suis pas concerné. Je pense qu'un jeune couple aspire toujours à fonder un foyer, il a quand même besoin d'un congé maternité, et donc déjà dès le plus jeune âge, on a besoin de la sécu. Donc c'est pas que les vieux, comme on le dit vulgairement. Voilà, donc j'en reste là donc, sur les critères, parce que maintenant je vais m'arrêter un peu plus sur les attaques. Alors par rapport aux attaques, je ne vais pas être exhaustif, parce qu'on serait trop long, hein, mais après vous y reviendrez si... Je l'ai dit tout à l'heure, la première grosse attaque, ça a vraiment été 67. 1, l'éclatement du système en branches, et 2, le paritarisme qui a écarté la CGT de toutes les présidents des caisses. C'était vraiment la première grosse attaque de la Sécu. La deuxième, fin 90, avec un décret février 91, qui a instauré la CSG. 1,1% à l'époque. Aujourd'hui, on est à 9,2%. Donc la CSG, au niveau de la CGT, on considère que c'est un impôt. Alors il y a des débats entre Conseil constitutionnel, Conseil d'État. Bon, on ne va pas rentrer là-dedans, nous on estime que c'est un impôt. Et ce qui fait que depuis 91, la partie de cotisation assise sur le travail a diminué d'autant que la CSG a augmenté. Et j'ai fait de tête, j'avais mes notes, mais quand la CSG a été créée, c'était autour de 85% de financement de la Sécu par les cotisations et 4,9% pour la CSG nouvellement créée. Aujourd'hui, on est à plus de 32% de CSG et on est tombé à 65% cotisation. Vous voyez le chemin qui s'est fait. Donc la part cotisation a nettement diminué, dans le même temps que la part de l'impôt qui est la CSG a nettement augmenté. Sachant que la CSG, je le rappelle, qui n'est payée que par les salariés, les retraités, à 90%, et les revenus du patrimoine pour 10%. Exit les patrons. Ça, il faut le rappeler quand même, parce que bon... donc cet impôt qui a été mis en place a ponctionné principalement les retraités et les salariés. Troisième attaque, qui a été peut-être un peu... Alors, passer sous silence, c'est pas le mot, mais qui n'a pas été pris à son juste niveau, et on en paye les conséquences aujourd'hui, c'est la suppression des prérogatives des conseils d'administration des caisses, qui pouvaient décider d'orientation, et qui ont été remplacées par des lois de financement sécu, sous l'égide de l'État, ce qui fait que ça a mis la gestion de la Sécu sous l'autorité de l'État, et tous les ans, on a cette loi de financement de la Sécu, qui vise à toujours faire des réductions de dépenses, alors qu'on manque de recettes principalement. Donc 96, c'était une date, et c'est Juppé à l'époque, hein. Alors il sortait affaibli d'un grand conflit en 95, mais il n'a pas été affaibli longtemps parce qu'il nous a imposé ces mesures-là, et avec donc des critères de gestion des dépenses et de rentabilité de la sécurité sociale, des termes capitalistes, malheureusement, et qui aujourd'hui pèsent lourdement dans les choix qui sont faits par le gouvernement. Et avec, dans le même temps, la création de l'ONDAM, l'Objectif national de dépenses d'assurance maladie, qui est un pourcentage du PIB qui augmente tous les ans, mais nettement insuffisamment par rapport au coût de la vie. Et cette ONDAM, pareil, on le paye on le subit depuis 1996. Aujourd'hui, 265,9 milliards d'euros de dépenses de santé. Employés, ça fait beaucoup. Moi, je mets en parallèle les dépenses militaires. C'était plus de 450 milliards, ils viennent d'y rajouter 80 milliards. Comme je dis, nous, on veut de l'argent pour soigner, pas pour tuer. Or, aujourd'hui, malheureusement, le budget militaire augmente très nettement, bien plus vite que l'inflation, dans le même temps où les dépenses de santé stagnent et qui nous mettent en difficulté, notamment au niveau de l'hôpital public. Quatrième, pardon. Celle-là, je suis stupéfait du fait qu'elle n'est pratiquement pas commentée. Or, moi je considère, et quand je dis la CGT aussi considère, mais pas assez à mon avis, que cette loi du 7 août 2020
en plein mois d'août. Alors, il y a eu deux parties dans cette loi. Une partie, ils ont créé la branche autonomie. Je ne parle pas de cinquième branche, hein, la branche autonomie, parce qu'elle n'est pas financée comme les 4 autres branches, les 3 autres principalement sur les cotisations, elle est financée à 92% par l'impôt, notamment la CSG. Donc ce n'est pas une cinquième branche qui n'est pas financée de la même façon. Donc cette loi de 7 août 2020 a créé cette branche, mais ce n'est pas là-dessus que je vais m'arrêter. Elle a amené le transfert de 234 milliards d'euros d'endettement successifs des années antérieures dans la CADES, qui est la Caisse d'amortissement de la dette sociale. Ça amène à faire un petit peu d'histoire. Cette caisse d'amortissement de la dette sociale date aussi de 1996 du fameux Juppé, qui a sévi plusieurs fois. Jusqu'en 1996, par rapport à l'équilibre des comptes de la Sécu, jusqu'en 1996, elle était relativement en équilibre. Et chaque fois qu'il y avait un léger déséquilibre, il y avait des discussions au gouvernement, organisations syndicales et la CNAM, pour faire bouger les cotisations, pour réguler le déficit. 1996, ça a été fini, sous les pleurs des patrons, et ils ont gagné, malheureusement. L'État a supprimé ces discussions pour réguler le niveau de cotisation afin de réguler le déficit éventuel. Et l'État a fait un emprunt sur des monnaies comme le yen, le mark, le dollar à l'époque, c'était des monnaies fortes, avec des taux d'intérêt exorbitants. Et donc cet emprunt, ils l'ont mis dans la caisse d'amortissement de la dette sociale. Et le clou, les patrons qui ont pleuré, ont gagné pour cet emprunt, ne plus avoir d'augmentation de cotisation, c'est pire que ça. Qui paie cet emprunt? Les salariés, les retraités et les privés d'emploi qui bénéficient de l'allocation chômage. C'est la CRDS de 0,5%. Les patrons ne payent rien. Bon, je dis c'est un scandale, scandale du siècle pratiquement, parce que c'est vrai qu'on le paye lourdement aujourd'hui. Et donc cette loi, elle a mis 234 milliards d'euros dans la CADES, les déficits antérieurs, mais elle y a mis tout le déficit dû au Covid. Le quoi qu'il en coûte. C'est une honte. Parce que le quoi qu'il en coûte de Macron, c'est faux. Parce que le quoi qu'il en coûte, il a pesé sur la Sécu et sur notre caisse d'amortissement. Et ça, c'est un choix délibéré du gouvernement pour affaiblir le financement de la Sécu. Parce que, bon, c'était les masques qui n'avaient pas été les surblouses, etc., autour de 30 milliards d'euros pour le Covid. Or, ça n'a pas rentré dans un endettement de la Sécu, ça devrait être sous l'égide de l'État. Or, l'État a refusé d'assumer. D'ailleurs, il y a Romaric Gaudin, qui est un économiste, qui a fait un gros travail là-dessus. Il a estimé que l'État a fait le choix d'endetter un peu plus la Sécu, plutôt que de le prendre à sa charge, en sachant que si l'État avait pris cet endettement à sa charge, les taux d'intérêt auraient été voire zéro, voire négatifs. Ça se négocie dans le temps. Or, pour la Sécu, c'est le contraire. C'est les taux d'intérêt qui sont très importants et qui pèsent sur les comptes. Et aujourd'hui, ce phénomène-là, de cette loi du 7 août, à ce qu'elle entraînait, on le paye lourdement. Et in fine, je reviens à cet emprunt de 96 qui avait été fait, il devait être remboursé en 2005 au départ. Bon, avec les manques de recettes de la Sécu, notamment les multiples exonérations dont bénéficient les entreprises, l'endettement, il a continué, et 2005, il n'a pas été résorbé, il s'est prolongé, et il devait finir en 2024, l'année dernière. Et cette loi du 7 août 2020, elle a prolongé de 10 ans, jusqu'en 2034, le fait qu'on paye ces 0,5% de la CRDS. Et je fiche mon billet, malheureusement, que s'il n'y a rien qui bouge, dans 10 ans, je peux revenir devant vous et je reparlerai de 10 ans supplémentaires. Bon, je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure. Donc voilà, c'est pour ça que cette loi du 7 août 2020, je me suis permis d'insister un peu plus là-dessus, parce qu'elle est méconnue, je pense. Et ça démontre, c'est un signe très politique du rôle de l'État pour affaiblir le financement de la Sécu. Et je pense que là, c'est un truc là-dessus. Je pense qu'on n'a pas été assez vigilants, ou assez... Bon, quelques-uns ont réagi, mais je pense pas suffisamment. Maintenant, la dernière, pour aller très vite, l'attaque qui me paraît la plus importante dans la période, là on est dans l'actualité, c'est ce que Bayrou voulait nous imposer. Bon, il a été viré, mais c'est quand même dans les tuyaux parlementaires, c'est cette fameuse TVA sociale. C'est grave, parce que, rappelez-vous, 2010, Sarkozy, c'est le premier qui a voulu mettre la TVA sociale. À l'époque, grâce à la mobilisation, on l'a renvoyé dans ses 22. Et depuis 2010, on n'a plus parlé de TVA sociale. Or, Bayrou la sort du chapeau.
Or, TVA sociale, ça veut dire quoi? Ça veut dire remplacement des cotisations sur les salaires pour financer la Sécu, pour les transformer sur la consommation des ménages. Or, la TVA, c'est l'impôt le plus injuste qui soit en France. J'ai plus l'actualité, mais la TVA, c'est autour de 150, 160 milliards d'euros aujourd'hui, bien plus que le financement de la Sécu. Et qui paye le plus en proportion? C'est les plus défavorisés, par rapport aux personnes aisées. Donc c'est un point juste. Or, s'ils créent la TVA sociale, ils vont accentuer ce phénomène. Et donc, d'une part, ils vont tuer les cotisations sur le salaire, donc ils vont tuer le financement qu'a bâti Croizat. Et deuxièmement, ils vont affaiblir le pouvoir d'achat des citoyens. Quand on va acheter quelque chose, des produits de première nécessité, on va payer une TVA, d'une part TVA sociale, qui va donc nous péjorer sur ce qu'on appelle notre pouvoir d'achat. Voilà, donc TVA sociale, là-dessus, c'est une attaque d'envergure. Et bon, on ne sait pas ce qui va se passer dans tout le revirement ministériel, mais je vous dis, il est dans les cartons, et je pense qu'ils l'ont vraiment en toile de fond pour l'avenir. Et TVA sociale, plus ce qu'ils ont fait avec la CADES, là, ils sont en train de tuer notre sécurité sociale. Voilà, c'est pour ça que je me permets d'insister là-dessus. Alors après, par rapport à tout ça, j'ai été vraiment à l'essentiel sur les attaques, mais après on pourrait échanger plus longuement là-dessus. Face à tout ça, que dit la CGT? Parce qu'on ne reste pas les bras croisés. Et au niveau de la CGT, dans le collectif confédéral, il y a une vingtaine d'années, sous la responsabilité de Catherine Perret, on a beaucoup réfléchi sur ce qu'on pouvait porter de projets alternatifs et en même temps qui soient très offensifs. Et dans le projet que porte la CGT, quand on dit sécurité sociale intégrale, on dit plus 100%, je vous dirai pourquoi après. Sécurité sociale intégrale, ça veut dire sécurité sociale institution unique, collecteur unique des cotisations, prestataire unique des prestations. Point de la ligne. Exit les complémentaires, les assurances, tout ce qui est autour, et je finis là-dessus. Donc, cette sécurité sociale, et c'est Christophe Prudhomme qui avait donné l'idée, donc collecteur unique, prestataire unique. Et donc, là, on va plus loin que ce qu'a bâti Croizat. Quand Croizat a bâti la Sécu, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était autour de 85% de cotisation. Là, nous, on dit 100%. Dans ce qu'on porte, ça peut paraître utopiste, peut-être. En tout cas, c'est bien d'avoir un projet qui soit très offensif. Alors, c'est sûr que, dans le contexte politique d'aujourd'hui, bon, ça va être compliqué. Mais bon, les contextes politiques, ils évoluent dans le temps. Dans 10, 20, 30 ans, on ne sait pas comment seront les choses. Et nous, on a une vision à très long terme et à mettre en œuvre assez rapidement. Alors, quand on dit sécurité sociale intégrale, ça suppose 5 choses. Parce qu'on y met du contenu aussi. On ne pense pas un truc en l'air, un slogan, comme certains peuvent balancer. La première chose, quand on dit sécurité sociale intégrale, ça veut dire avec une couverture de l'ensemble des prestations. Bon, la maladie, on connaît bien, donc 100% pour la maladie. La vieillesse, les retraites, on connaît bien, mais on va plus loin là-dessus. Aujourd'hui, quand un salarié part à la retraite, il a un niveau de pension, c'est un pourcentage de ses 25 dernières années. J'étais un peu il y a quelques années en arrière. Or, nous on dit, un salarié qui part à la retraite, est-ce qu'il doit changer son niveau de vie une fois qu'il sera à la retraite par rapport à quand il est en activité? Non. Il doit avoir un niveau de vie équivalent. Donc nous, on va jusqu'à dire, avec des prestations vieillesse qui sont au niveau de son dernier salaire dans l'entreprise. Ça va très loin dans ce qu'on dit. Après, il faudra financer tout ça. Mais j'en dirai deux mots. Donc, sur les retraites, on va très loin dans ce qu'on porte. Autre chose, donc, on y ajoute ce qui n'existait pas jusqu'à présent, le droit à l'autonomie. Alors, le droit à l'autonomie, il est reconnu depuis 2001 dans le pays. C'est pas vieux. Aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes âgées, tant mieux. Je pense que ce qu'a bâti Croizat l'a permis au fil des années, qu'on vit de plus en plus vieux. Alors, en bonne santé, c'était jusqu'il y a 2-3 ans. Maintenant, en bonne santé, on commence à régresser, malheureusement. Mais donc, aujourd'hui, nous on dit, ce droit à l'autonomie, dont ont besoin les personnes les plus âgées, mais doit être compensé à 100% par la Sécu. Et donc, ce droit à l'autonomie, on dit qu'il doit être dans la branche maladie de la Sécu, comme tous les autres aléas de la vie. Or, aujourd'hui, il n'est pas dans la Sécu. Il est pris en charge par la Caisse nationale de solidarité et d'autonomie, créée en 2004 suite à la canicule, en dehors de la Sécu. Et la CNSA, c'est 35 milliards d'euros par an,
qui gère le droit à l'autonomie, elle le fait en dehors de la sécurité sociale, et c'est financé principalement par la CSG à 92%, donc nous, ça ne va pas. Donc nous, droit à l'autonomie dans la branche maladie de la Sécu. Il n'y a pas que la CGT qui le dit, heureusement d'ailleurs. Donc, premier point, donc Sécu intégrale, couverture de l'ensemble des prestations, et j'en ai oublié une, les allocations chômage. Aujourd'hui, donc, on voit qu'elles ont été beaucoup remises en cause dans la dernière période. Nous, on part du principe qu'un salarié qui est très souvent viré comme un malpropre de son entreprise, est-ce qu'il doit en subir les conséquences derrière, soit un choix dont il n'est pas responsable. Donc, à partir de là, nous, on dit, les allocations chômage, quand un salarié viré, doivent être au même niveau que le dernier salaire de l'entreprise quand il a été viré. Donc, voilà, ça va très loin dans ce qu'on porte. Hein. Voilà, donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, oui, remboursement à 100%, mais ce n'est pas le 100% du gouvernement qui a été mis en place récemment, financé principalement par les mutuelles qu'on paye et qui nous ont augmenté par ailleurs. Nous, le 100%, c'est dans la Sécu, mais, il y a un mais, on n'est pas d'accord pour que la Sécu finance à 100% le secteur 2 de la médecine libérale qui fait des dépassements d'honoraires à tour de bras. Ça, pas d'accord. Nous, on dit que c'est un remboursement de 100% d'un cadre bien défini, donc le secteur 1 que l'on dit aujourd'hui, sachant que quand on dit ça, on est très conscient que même si on reste sur le secteur 1, il y a des prestations comme tout ce qui est lunettes, auditifs, dentaires, c'est très peu remboursé par la Sécu, donc on dit qu'il faudrait réviser par le haut ce niveau de remboursement de la Sécu, que payent principalement les mutuelles ou le reste à charge des personnes concernées. Donc secteur 1, et avec un niveau de remboursement un peu supérieur dans des secteurs qui sont très faiblement mis en proportion sur les prestations. Troisième point, je vais être à 25 minutes. Troisième point, c'est le plus important. Quand on dit sécu intégrale, ça sous-entend obligatoirement, à notre avis, une transformation complète et profonde du système de santé en France, qui aujourd'hui est assis sur un paiement à l'acte, que ce soit dans les cabinets libéraux ou à l'hôpital. Donc c'est la course à l'abonnement à l'hôpital pour avoir des budgets. Et au niveau des médecins libéraux, c'est l'abattage, excusez-moi du terme. Au plus ils font de clients, au plus ils ont de paiement au niveau des concernants. Ça, on n'en veut plus. Et quand on dit transformer le système de santé, ça veut dire donc prioriser un secteur public bien plus important qu'aujourd'hui. On a l'hôpital public qui existe, qui a été profondément remanié dans son niveau de prestation depuis la loi Béchot, mais en même temps, on veut y asseoir en correspondance avec les hôpitaux publics des centres de santé publics. C'est ce qu'on porte. Alors, il y a plusieurs mérites pour avoir des centres de santé publique. Je n'ai pas parlé de maisons de santé. Quand on dit centre de santé publique, avec des professionnels salariés, si possible de la Sécu, peut-être des complémentaires santé, surtout pas des collectivités. Car les collectivités, si c'est elles qui financent, au gré des municipales tous les 6 ans, certaines ferment des centres de santé quand elles remplacent une autre municipalité qui avait été offensive là-dessus. Donc nous, centre de santé publique, des médecins salariés. Deuxièmement, un centre de santé publique, pour qu'il ait l'agrément de l'agence régionale de santé, il y a 2 conditions. Il applique le tiers payant, donc on n'a pas à faire l'avance de la consultation, 30 €. Certains ne le peuvent pas aujourd'hui, donc diffèrent leurs soins ou ne se soignent plus. Et 2, sans dépassement d'honoraires. Voilà. Tiers payant, sans dépassement d'honoraires, c'est pour avoir l'agrément d'ARS pour un centre de santé publique. Et ça veut dire, médecins salariés, beaucoup plus de médecins dans ces centres de santé, donc revoir le niveau de formation des étudiants en médecine. Alors, ils ont remis en cause le numerus clausus. Ils l'appellent numerus opertus. C'est un terme un peu latin barbare. Je reste plus sur l'idée, aujourd'hui, on a besoin d'un niveau de jeunes étudiants en médecine au moins aussi important que ceux qui partent tous les ans en retraite. Or, quand en 71, ils ont mis ce numerus clausus, c'était l'ordre des médecins, le syndicat le plus réactionnaire du pays aujourd'hui, je n'ai pas peur de le dire, qui à l'époque avait dit qu'il faut diminuer les dépenses de santé. Or, pour diminuer les dépenses de santé, on va diminuer le nombre de médecins et le nombre de jeunes en formation. On était tombé de 8871 mises en formation de jeunes à 4000 et quelques au tout début des années 2000, les années noires. On est remonté à 8000 il y a 3-4 ans en arrière.
On est à 12 000 cette année, mais il y a 15 000 départs en retraite prévisibles. Je dis prévisible, parce que c'est un milieu où on ne part pas trop souvent à la retraite à l'âge légal. C'est comme ça. Donc ça veut dire que même aujourd'hui, en supprimant le numerus clausus, on manque de mise en formation. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que dans les dernières années là, de mise en formation des jeunes, on a plus de femmes que d'hommes. C'est une très bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que les femmes, c'est comme ça, je ne porte pas de jugement de valeur, elles aspirent plus à une vie de famille que les hommes. Et les jeunes femmes qui sont en stage veulent une vie de famille une fois leurs 8, 9, 10 ans d'études faites. Et donc, elles, ce qui compte, c'est pas avoir 15 000, 18 000 euros par mois. À 8, 9 000, ce qui est le salaire d'un médecin salarié, ça leur suffit, dans la mesure où elles ont une vie de famille. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un virage qui est pris. Or, ces jeunes, hommes et femmes, eh bien, sont les bienvenus dans les centres de santé publique en tant que médecin salarié. Et en plus, l'avantage, c'est qu'un centre de santé publique, je suis un peu long là-dessus, hein, mais parce que ça fait bien la différence avec une maison libérale, ces centres de santé, les médecins font que du soin, le secrétariat, c'est quelqu'un d'autre qui fait, et c'est plus un paiement à l'acte, donc l'abattage pour le plus possible de patients, c'est un système de financement au forfait. Ça veut dire que le médecin qui fasse 12, 15 ou 20 consultations, il aura le même forfait qui sera financé, payé par la Sécu, régulé tous les ans. Ce qui fait que ça lui permet de faire plus de prévention. Et plutôt que de faire que du soin, que du curatif, de rechercher les causes de telle ou telle maladie, de faire du préventif, en même temps qu'il soigne derrière. Voilà. Donc ça amène des soins de beaucoup plus de meilleure valeur que ce qui existe aujourd'hui. Voilà, donc centre de santé, c'est important. Et deuxième chose, en parallèle, quand on dit transformation du système de santé, c'est modifier ce qui existe au travers du médicament. Aujourd'hui, le médicament, c'est l'apanage de trusts financiers. 34 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an, plus que le luxe et le pétrole. Et ce trust financier, il faut le démanteler. Et c'est pour ça que nous, on porte l'idée d'un pôle public du médicament qui prenne en compte la construction du médicament, qui est molécule, et en même temps la recherche, qui est de plus en plus laissée pour compte. Et quand on voit ce qui se passe avec Sanofi aujourd'hui, hein, entre autres, qui a bénéficié de plusieurs milliards d'euros, 3, 4, dans les 211 milliards d'aides aux entreprises, qui a en même temps licencié 3000 salariés en France et qui a délocalisé aux États-Unis. Là, je pense que c'est la totale. Bon, je prends le mauvais exemple actuel. Donc, pôle public du médicament, donc avec une régulation du prix du médicament qui tienne compte des molécules indispensables de la construction du médicament, de la recherche, point à la ligne. Et nous, on dit un pôle du médicament avec une production qui soit ciblée sur l'Europe. On ne va pas jusqu'à la France aujourd'hui. Déjà sur l'Europe, quand 90% des médicaments viennent de Chine, d'Inde et des États-Unis, je pense qu'on peut faire mieux. Voilà. Donc voilà, c'est deux grandes idées qu'on met dans cette sécu intégrale, dans cette transformation du système de santé. Quatrième point, là je vais plus vite, tout ça, vous allez me dire, ça a un coût entre guillemets. Oui, c'est vrai. Et Pierre-Yves Chanu, qui est l'économiste de la CGT à Montreuil, a analysé le coût. Si on faisait tout ce que je viens de dire, ça engendrerait une augmentation des cotisations sociales et côté patronal, côté salarié, de 1,8%. Mais, en même temps, il y a le cinquième point, si on a une sécu intégrale, institution unique, on n'a plus besoin d'assurance ou de complémentaire santé. Donc ce 1,8% de supplément de cotisation, il sera largement résorbé parce qu'on paye aujourd'hui pour les mutuelles. Donc ce sera nettement gagnant, mais avec une institution unique qui nous couvre correctement. Alors, néanmoins, il faut que je sois précis, quand on dit exit des assurances mouvements mutualistes, ils existent aujourd'hui. On a des camarades de la CGT dans les conseils d'administration, etc. Ça veut dire que c'est une vision à long terme qu'on a. Mais on a quand même des Solibut, mouvements mutualistes, qui gèrent Auxens, qui gèrent des centres de santé, qui font de la prévention, mieux que la Sécu quand même aujourd'hui, il faut le reconnaître. Donc ça, on ne va pas l'arrêter, du jour au lendemain. Donc ça veut dire qu'il y aura une temporalité dans ce qu'on porte, à plus ou moins un terme. Donc les mutuelles ont encore un rôle à jouer, mais plus sur la complémentaire maladie, uniquement sur la prévention et la gestion c'est pas social, je trouve pas le mot. Bon, d'offre sociale, on va dire, c'est pas le mot. Mais on prend des cabinets dentaires, des cabinets d'orthodontie, etc. Voilà. Donc ça veut dire que nous, dans ce qu'on porte, c'est cette institution-là.
Et alors pour le financier, tout ça, alors bien sûr, j'ai dit 1,8% de plus de cotisation, mais dans le même temps, tous ceux qui sont exonérés de financement de la Sécu. Donc les revenus financiers, et des entreprises, et du secteur bancaire. Revenus financiers, sur les 3 dernières années, entre les dividendes, les revenus financiers, c'est près de 700 milliards d'euros. Des chiffres qui font peur. Si on les taxait, si on les faisait cotiser à la même hauteur que ce qu'on finance au niveau des salaires pour la maladie et la vieillesse, ça rapporterait 100 milliards d'euros pour la Sécu. Et ce serait une fourchette très basse par rapport à l'ensemble des profits. Ça ne les mettrait pas sous la paille. 100 milliards d'euros, c'est nettement plus que le déficit annoncé pour 2025. Donc, autre chose qu'on porte, la modulation des cotisations pour les entreprises en fonction de celles qui ont, au niveau des salaires, des augmentations importantes, donc qui ont les négociations annuelles qui portent des salaires importants, et celles qui ne licencient pas. Et celles qui licencient, qui ont des salaires très bas, paieraient des cotisations bien supérieures aux autres. C'est ce qu'on appelle la modulation. Je sais que ça fait débat aussi, parce que c'est ce que porte la CGT. Et également, bien sûr, il ne faut pas que je l'oublie, l'arrêt total de toutes les exonérations de cotisations dont bénéficient les entreprises, qui ne sont plus compensées par l'État depuis 2019. Il en a compensé une partie à l'époque, ce qui fait que l'État ne compense que ce qu'il veut, et de moins en moins. Les pleureuses, qui avaient gagné en 96, je le dis tout à l'heure, par rapport à l'emploi, continuent à pleurer en payant trop de charges. Après, dans les entreprises, il faut qu'on soit lucide, en ne mélangeant pas celles du CAC 40 et les petites PME du coin qui bataillent. Là-dessus, bon, je vais vite, mais il faut aussi faire la clarté, la différence entre tout ça. Voilà, donc très vite fait, je vais en rester là, j'ai pris 10 minutes de plus. Alors j'ai peut-être oublié une chose, moi j'ai fait ça un peu sans trop regarder mes notes, mais bon, voilà donc un peu, après on est là pour en discuter, mais surtout, moi je pense qu'on porte une chose essentielle, c'est cette sécurité intégrale, aujourd'hui, il faut la gagner. Bon, la gagner progressivement, pas de but en blanc, mais voilà, parce que là ils sont en train de nous démanteler la sécu comme c'est pas possible. Et là il faut qu'on réagisse. Je prends pas le jour à l'heure, mais je pense que dans le milieu retraité, il y a donc une expérience de ces questions-là. Certains ont connu la mise en place de sécu. Bon, mais au niveau des salariés, notamment des plus jeunes, je pense que là, on a, nous, les plus anciens, à faire de mise à connaissance des plus jeunes, parce que beaucoup ne connaissent la sécu qu'à partir des charges et à partir de ce qu'ils payent au niveau des cotisations. Voilà, bon, je vais rester là. En sachant que si, j'avais oublié, il y a un livre qui vient de sortir. J'ai le QR code pour ceux qui veulent pour le prendre derrière. C'est Ambroise Croizat, Justice sociale, humanisme en héritage. 12 €, moi je vous lis derrière, une biographie tout public à lire de 15 à 115 ans que vous atteindrez grâce à la sécurité.